On entre dans la dernière heure de ces universités, c'est l'avant-dernière table ronde. Comment adresser la nouvelle cible épargnant? Je vous demande d'applaudir Romain Noirot et Alex Bagdasarian qui nous rejoignent sur ce plateau. C'était passionnant, t'as écrit, ça vous a inspiré, justement? Très inspirant. En coulisses, très inspirant. Et peut-être que, justement, sur les cibles d'épargnants, ça peut donner un certain nombre d'idées. Philippe? Bah oui, effectivement, Tycris, c'est un ovni c'est un ovni dans le monde du business. Enfin, pas forcément ovni, mais il arrive avec... il n'est pas allé à l'école, comme tout le monde. Donc, en fait, effectivement, il tente sa chance, il a tenté sa chance et il le fait. Donc, c'est bien, ça fait plaisir, ça donne envie de rêver. Et il le fait effectivement bien. Et on retient à la fois la passion qu'il y met, on retient l'innovation, et ça c'est très important, et comme on en a beaucoup parlé tout au long de la matinée, c'est quelque chose. Et puis se tourner justement vers l'innovation sur des nouvelles cibles de clients. Exactement. Alors, d'épargnants. On fait un point macro, comme il est de coutume dans ces tables rondes. Qu'est-ce qui change ces derniers temps? Qu'est-ce qui évolue? Comment vous voyez la situation? Je pense que ça a été le sujet de nombreuses tables rondes. Il y a des changements assez conjoncturels aujourd'hui dans l'environnement économique et patrimonial, qui fait qu'aujourd'hui, peut-être, il y a forcément les épargnants historiques et potentiellement des nouveaux épargnants qui, dans un contexte qui est évolutif, changeant, vont s'intéresser un peu à des nouvelles solutions. Il y a aujourd'hui... alors, on en a parlé dans les différentes tables rondes, mais un peu pour essayer d'illustrer les... Non, enfin, je donne mon éclairage. On le voit de plus en plus. La part du structuré prend une part de plus en plus importante dans les allocations. Et de plus en plus de clients utilisent cette solution. Exactement, parce que les structurés, c'est une boîte à outils à la base. Et ça permet, on en a parlé dans la table rondière, ça permet de s'adapter à toutes les conditions de marché. Et de jouer, en fait, et de s'adapter aux conditions qui changent, comme l'inflation, la hausse des taux. Et de trouver des solutions pour des investisseurs qui jusqu'à maintenant, soit ne s'intéressaient pas à l'épargne, soit s'intéressaient à l'épargne, mais avec des profils tellement défensifs qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de solutions à mettre à disposition. Et c'est qui les nouveaux épargnants? Juste pour qu'on ait un peu le morphotype du nouvel épargnant. Moi, de mon côté, je vais en définir peut-être 3. Il y a les épargnants qui ne se connaissent pas épargnants. C'est-à-dire il y a finalement des investisseurs qui aujourd'hui... Les cigales qui... Monsieur Jourdain de l'épargne. Un exemple, il y a aujourd'hui, dans le monde des épargnants, des gens qui épargnent, mais qui ne se préoccupent pas de leur épargne. C'est-à-dire ils mettent leur argent sur leur compte en banque. Voilà, comme avant, on pouvait le mettre sous le matelas. Exactement, c'est la même façon. Sauf que dans un contexte de faible inflation, ce n'est pas très gênant, on ne perd pas de valeur de son épargne. Ouais. En revanche, à un moment, il y a le tilt qui fait en disant je pourrais peut-être faire autre chose avec cet argent que j'ai accumulé. Exactement, et de se dire peut-être que je peux le placer, parce qu'aujourd'hui, l'inflation, c'est la hausse des prix et la hausse des prix de la consommation, mais c'est la dépréciation de l'épargne. Donc, ne rien faire de son argent aujourd'hui, c'est encore plus... ne pas le faire fructifier, c'est perdre de l'argent. C'est perdre de l'argent, au final. Ça, c'est les premiers épargnants, et c'est là où je disais, c'est des épargnants qui ne se savent pas épargnants, c'est-à-dire que la problématique d'épargner, en tout cas de faire fructifier leur épargne, n'était pas un sujet, mais ça peut devenir un sujet aujourd'hui. C'est le mauvais épargnant. En tout cas, comme ça. Pour les gens autour de la table, effectivement, plutôt un mauvais épargnant, parce que c'est quelqu'un qui n'utilise pas son argent et ne s'intéresse pas à ça. Il va peut-être être amené à se poser ces questions-là. Ensuite, il y avait les épargnants qui sont les plus défensifs, qui avaient des problématiques auxquelles on ne pouvait pas forcément répondre. Alors après, il y avait les contrats de capitalisation ou les contrats d'assurance vie avec le fonds en euros. Il y avait les comptes à terme, mais l'univers des produits était très restreint. Donc aujourd'hui, on est capable de leur offrir des nouvelles solutions et il faut aller leur parler pour leur expliquer tout ça. Et le dernier point, et ça a été un sujet qui a été énormément abordé, c'est la question du sens de l'investissement. Et effectivement, il y a une dimension qui prend une part de plus en plus importante, c'est la dimension ISR, ESG. Dans les investissements qu'on fait, on cherche à faire fructifier son épargne, mais d'une bonne manière. Et ça, il y a aussi pas mal de choses qu'on peut mettre en place. Alex, sur cette évolution? Oui, effectivement. Alors, on peut également définir les nouveaux épargnants littéralement comme étant les jeunes actifs qui commencent à travailler et qui veulent commencer à épargner. Et du coup, comment on leur apprend? Alors justement, comme ils sont jeunes, ils ont peut-être... une connaissance de la finance qui est assez limitée, donc il faut le faire avec pas mal de pédagogie. Alors, je peux dire, il y a les jeunes et des vieux qui ont une connaissance très limitée. Moi-même, j'ai toujours rien compris à la finance. Il faut leur apprendre doucement, en commençant avec des produits très simples,
En ce moment, notamment avec les conditions de marché, on arrive à faire des produits où le capital est totalement garanti et on a un coupon fixe chaque année. Donc ça, c'est le produit le plus simple. Et on peut complexifier les produits avec le temps. Et en fait, la première approche, c'est de les rassurer, c'est ça ? C'est ça. Sur le fait que le capital soit garanti, qu'ils ont la peur du français profonde, c'est de perdre de l'argent, c'est ça ? En tout cas, quand on épargne au début, l'idée, c'est peut-être déjà de protéger son capital. Et on va faire un apprentissage doucement dans le temps, avec des produits simples qu'on va complexifier dans le temps, en important peut-être un sous-jacent différent, action, obligataire ou tout autre sous-jacent que l'on peut ajouter. On a ouvert le sondage. Est-ce que vous pensez que l'offre de produits structurés proposée actuellement sur le marché est adaptée à la nouvelle cible d'épargnants ? Vous voyez que pour l'instant, le résultat est fortement marqué par un oui à 81%, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et certainement, vous allez confirmer, mais ce qui correspond aussi au retour du capital garanti et certainement de rassurer les clients, les nouveaux épargnants. Exactement. C'est le fait de pouvoir les rassurer avec des conditions de marché actuelles avec une incertitude, donc il y a pas mal de volatilité, une hausse des taux. Donc tout est réuni actuellement pour pouvoir offrir des produits où le capital est garanti et avoir une indexation positive sur des sous-jacents. Est-ce que l'un et l'autre, vous avez dans votre machine à outils, quelque part, de dire que cet outil-là, c'est niveau 1 pour les débutants, cet outil-là, c'est numéro 2 pour ceux qui sont confirmés ou plus pour les experts, ou vous avez une note en interne qui dit bon, celui-là, c'est vraiment c'est le produit structuré pour les nuls, quoi. L'épargne pour les nuls. Alors ça, exactement, je pense que dans nos établissements, on a des gouvernances produits qui justement nous permettent d'établir un peu des grandes gammes en fonction du niveau, si c'est un client qui est vraiment un client basique, un client qui est averti, un client qui est expert, et de savoir qu'il y a des produits qu'on peut leur proposer ou pas, c'est le marché cible basiquement, et en fait en fonction de ça… MIF 2, je fais un petit peu de… Exactement. Je fais la page culture, excuse-moi, comme ça pour nos téléspectateurs, c'est la page culture, c'est qu'effectivement MIF 2, compte titre, dit qu'il y a des clients qui sont novices, donc niveau nul, ou ouais, non, faut pas dire ça, c'est pas ça, niveau novice. Ceux qui sont avertis, donc ils connaissent un peu, mais pas complètement, et les experts. Et un expert, il a un open bar, il fait ce qu'il veut, on lui dit rien. L'averti, il faut juste le prévenir que le produit structuré, ce qu'on n'a pas dit depuis le début, est un produit complexe, et qu'il faut juste l'avertir que, ben oui, c'est complexe, tu en es bien conscient. Et le novice, il faut qu'il confirme qu'il a bien compris le produit, parce qu'on a des doutes sur sa capacité à comprendre. Très bien. Et ce qui est pas mal, du coup, dans les produits structurés, c'est la capacité à s'adapter en fait aux différents besoins. On parlait d'une boîte à outils, ça nous permet aussi d'avoir plusieurs éléments pour construire le produit. On parlait alors il y a la maturité du produit, ça c'est quelque chose qui est assez important. Quand on parle à une trésorerie d'entreprise, qui peut prendre des échéances plus courtes, c'est ça ? Exactement, en se disant, je sais que j'ai ma trésorerie, là pour l'instant, je n'ai pas à la mobiliser à court terme, mais j'ai un projet à échéance 18 mois, 2 ans. J'ai une capacité d'investir, mais qui est assez courte, 1 an et demi. En revanche, je suis un investisseur plutôt défensif. Je veux construire mon capital, mais j'ai 30-40 ans, on en parlait juste avant. Le but, c'est de construire ma retraite. J'ai devant moi 8-10 ans, et dans ce cas-là, je n'ai pas le même horizon d'investissement. Est-ce que le comportement, je reviens là-dessus parce que c'est intéressant sans doute pour les CGP qui doivent le constater aussi à leur poste, le comportement de l'épargnant, est-ce qu'il change d'une façon générale ? C'est-à-dire qu'on est évidemment rentré dans un monde d'inflation, on a 6% d'inflation, les valeurs très sûres comme le livret A sont quasiment ridicules, même si ça remonte à un 75, je pense. Est-ce qu'on a un changement de comportement pour aller peut-être vers un peu plus d'audace ou de risque ? D'une façon générale. Alors, ce qu'on voit plutôt, c'est, là en tout cas au niveau des épargnants qui commencent qu'on voit apparaître là depuis 6-12 mois, c'est plutôt des nouveaux épargnants. C'est-à-dire en fait des épargnants qui jusqu'à maintenant avaient une offre assez limitée, on le disait, livret A, compte à terme, fonds en euros, et qui aujourd'hui se disent, j'ai la problématique de protéger mon capital, je suis très défensif, et jusqu'à maintenant, j'avais des solutions très limitées. On m'en offre des nouvelles, avec plus ou moins de risques sur le rendement, mais dans un cadre qui est vraiment sécurisé sur le capital. Donc c'est surtout ceux-là qu'on voit apparaître. Sur les autres, ils continuent d'investir de manière assez similaire, avec des rendements, avec des recherches de rendement un peu plus importantes pour compenser le fait qu'il y a la hausse des taux et il y a la hausse de l'inflation. Alex ? Oui, exactement. Et puis, en fait, il y a aussi un élément dont on n'a pas trop parlé, c'est que
il y a la digitalisation qui a fait son arrivée dans de nombreuses industries, notamment dans la finance, et les produits structurés n'y échappent pas. Et du coup, on a, grâce à la digitalisation, automatisé toute la chaîne de création du produit structuré. Et sa distribution, je te confirme. Et sa distribution. Donc il y a quelques années, pour créer un produit, il fallait tout un process qui était relativement long, qui faisait intervenir beaucoup d'interventions humaines. Et donc le coût de fabrication était assez important. Donc pour créer un produit structuré sur mesure, il fallait 1 million d'euros. Aujourd'hui, en automatisant toute la chaîne de création du produit, on a considérablement réduit la taille pour fabriquer un produit. On peut le faire à partir de 50 000 euros. 50 000 euros pour créer le produit, mais également pour générer automatiquement tous les documents juridiques, que ce soit term sheet, KID ou marché cible. Donc tous ces éléments sont générés. Avant, il fallait plusieurs heures pour élaborer un produit et lancer une solution. Maintenant, on peut le faire en un clic, en quelques secondes. Et on allait encore plus loin dans ce process de digitalisation, puisqu'on a créé des plateformes aujourd'hui qui permettent de suivre les produits structurés, parce qu'on sort un peu des produits de masse. On va plutôt vers du dédié, du sur-mesure, parce que les nouveaux épargnants, ils sont aussi très regardants ils veulent personnaliser un petit peu leur investissement, ils sont familiarisés sur le digital, ils veulent tout de suite, ils veulent les donner tout de suite, ils veulent quelque chose qui est différenciant. Et avec le produit structuré sur mesure pour des petites tailles, on peut le faire. Et en offrant un outil de suivi, comme chez Leontech qui s'appelle Lynx, on peut suivre l'ensemble des produits structurés qui sont lancés, même pour 50 000 euros. Donc de façon systématique, à tout moment, on a un reporting sur chacun de nos produits. Et la transformation digitale, la digitalisation dont vous parlez, c'est précisément le sujet de la chronique de Zamila Afonso, qui sera, je crois, la dernière chronique de ces universités, précédée par une petite page de pub, comme d'habitude. Pour Taylor Asset Management, qui est historiquement un gérant obligataire, 2023 sera l'année de la métamorphose par le renouveau. Ça fait plusieurs années que l'obligataire est le grand absent, à tort ou à raison, des allocations. 2023 sera l'année du grand retour, qu'il s'agisse d'investment grade, qu'il s'agisse de high yield, qu'il s'agisse de solutions de gestion de trésorerie. Taylor Asset Management sera là avec vous cette année pour accompagner ce grand retour. La transformation digitale continue. Elle est incontournable dans notre environnement et en évolution constante, dans votre quotidien et chez Norcia aussi bien sûr. En 4 points clés, découvrez les parcours numériques que nous avons développés pour vous. Pourquoi opter pour le digital chez Norcia ? Dans nos parcours en ligne, 4 avantages viennent faciliter votre activité. La simplicité, la productivité, la fiabilité et la sécurité. En premier lieu, la simplicité. Le digital chez Norcia, c'est facile. Un point d'entrée unique qui vous permet d'avoir accès à l'ensemble de nos solutions financières. Assurance vie, PER, compte titre, prévoyance et très bientôt les SCPI. Un deuxième atout, la productivité. Une seule interface de saisie, c'est plus simple et ça vous fait gagner du temps. Pas besoin de saisir plusieurs fois les données et vous pouvez réaliser des campagnes d'arbitrage sur votre portefeuille de contrats d'assurance vie. Et si vous avez O2S, nous avons connecté les données de connaissance client directement sur les parcours. Vous gagnez en efficacité, vous gagnez du temps commercial pour vous concentrer sur votre cœur de métier, le conseil et la relation avec vos clients. Troisième atout, la fiabilité. C'est évidemment essentiel pour éviter des allers-retours inutiles. Nous avons intégré dans nos parcours les règles de gestion qui fiabilisent le traitement et le suivi des opérations. Quatrième atout, la sécurité. C'est le fruit d'années d'échanges. Dans la continuité de ce que nous avons réalisé en matière de digitalisation, nous avons mis en place la sécurisation renforcée pour vous et vos clients. Cela nous a permis d'enrichir et de vous proposer des parcours 100% digitaux auprès de 5 de nos différents assureurs. Simplicité, productivité, fiabilité et sécurité sont les 4 avantages que vous êtes sûr d'avoir sur le parcours digital chez Norcia. Ce parcours compte cette année désormais plusieurs nouveautés. Comme nous vous l'avions annoncé l'année dernière, les versements et les rachats sont désormais intégrés dans les parcours de nos principaux partenaires assureurs. Et nous souhaitons vous remercier et vous encourager car 50% des souscriptions faites chez Norcia ont été faites en parcours digital au cours de l'année dernière. Ce n'est que le début et on compte sur vous. Et ce n'est pas fini. Prochainement, le déploiement du parcours des SCPI, nos 5 gammes seront ainsi couvertes. Retour en plateau, on parle des cibles épargnants et tu as encore une foultitude de questions, évidemment. Au moins une, peut-être 2 d'ailleurs.
La première, c'est on parlait de la digitalisation et du fait que la construction de produits structurés est de plus en plus simple. J'ai tendance à dire, après, dans la chaîne de valeur, est-ce que du coup, pour vous, ça vous coûte moins cher de produire un produit structuré? Est-ce que vous avez une pression sur les prix auprès des émetteurs qui sont plus fortes? Et après, la deuxième question qui va en sous-jacent, est-ce que la distribution, ou quelle est comment dire, la rémunération de la distribution, est-ce qu'elle tend aussi à se réduire aussi ou pas, du fait qu'il y ait certainement plus de concurrence? Alors, oui, effectivement, en passant à la digitalisation, à l'automatisation de la création des produits structurés, on a considérablement réduit le coût de fabrication d'un produit structuré. D'1 million d'euros à 50 000, c'est ce que ça. vous disiez tout à l'heure. Tu ne suis pas très bien, hein. Je suis déçu, Philippe. Là. Ouais. Du coup, on donne accès aux sur-mesures au plus grand nombre. Et ça permet également de diversifier le portefeuille. Si un épargnant a 200 ou 300 000 euros, plutôt que de faire 1 ou 2 produits, il peut en faire 5 ou 6 sans aucun problème. Et par la suite, donc, au niveau des frais qui sont distribués aux conseillers en patrimoine, on a tous nos établissements, on a tous des règles internes avec des limites que l'on peut faire sur la distribution, qui va selon la maturité du produit, selon les différents types de sous-jacents et surtout selon le coupon qui est offert à l'épargnant. Donc il y a des règles internes que l'on respecte. Il faut bien évidemment rester dans ce cadre-là. De toute façon, si la rémunération du conseiller est beaucoup trop importante, le produit ne sera pas... Vous ne les mettez pas. Vous pouvez dire à un distributeur aujourd'hui, là, il y a trop de marge demandée. Parce qu'en fait, j'explique pour tous nos téléspectateurs, c'est que le produit structuré ou le produit complexe est un peu dans l'œil du cyclone de l'AMF, donc l'autorité de tutelle, parce que c'est une boîte noire, parce qu'on imagine qu'il y a plein de frais qui sont prélevés dessus et que ça, avant de faire gagner le client, je caricature bien évidemment, ça fait gagner surtout le distributeur. Vous avez vraiment des règles là-dessus qui disent là, c'est no way, on n'y va pas? Alors sur ça, il y a effectivement plusieurs points. C'est déjà en tant que manufacturier, on a une certaine responsabilité dans la chaîne de distribution. Alors on n'est pas le distributeur, donc on ne sait pas les frais qu'il peut avoir pour mettre en place sa distribution, pour bien accompagner ses clients. Néanmoins, on a quand même des garde-fous pour justement cadrer et limiter ces frais-là. Après, ça dépend aussi du cadre de distribution. Un placement en compte titre, ce n'est pas la même chose qu'en assurance vie, où il y a d'autres acteurs qui ont des frais à prendre en compte. Un contrat d'assurance vie, c'est beaucoup plus de maintenance côté de l'assureur, donc il y a des frais additionnels. Donc ça, c'est à prendre en compte. En revanche, ce qu'on disait tout à l'heure, le compte titre, c'est très facile de référencer un produit structuré. Sur la partie assurance vie, c'est beaucoup plus complexe. On a des contraintes en fonction des assureurs. Alors aujourd'hui, et qui sont liées aux contraintes d'exploitation de l'assureur qui ne peut pas référencer 300 supports. Il ne peut pas en référencer 300, qui a des coûts de suivi, il doit valoriser les contrats de leurs assurés. C'est d'autres choses, donc forcément, il y a ces coûts-là qui viennent s'additionner. L'idée, c'est quand même que les coûts totaux soient contrôlés. Après, en termes de transparence, aujourd'hui et depuis longtemps, il y a eu les différentes réglementations MiFID. C'est des informations qui sont communiquées aux épargnants, que ce soit dans la term sheet, dans la documentation commerciale, dans la term sheet, si permets-moi, c'est quand même plus flou. Alors, parce que vous englobez différents frais. Alors, dans la term sheet, on incorpore les frais du distributeur. En revanche, dans tout ce qui est documents clés d'information, là, il y a tous les frais. C'est un point réglementaire. Il y a tous les frais, que ça va des frais du manufactureur ou de l'émetteur, plus les frais de distribution. Donc là, il y a vraiment tous les frais et comment ça va impacter le rendement potentiel du produit par rapport à une structure qui n'aurait pas de frais. Après, il faut se dire que ces frais-là, je parle des frais de distribution, ils sont importants parce que ça permet de financer effectivement l'accompagnement. Et sans ça, finalement, à un moment, il faut que le conseil soit rémunéré d'une certaine façon. Donc c'est transparent. Ouais. À partir de quand vous n'y allez pas? À partir de quand vous avez le droit de dire non, stop, là, il y a trop de frais? Sur ça, c'est des règles en fonction de chaque maison. Il y a un peu un standard de marché. L'idée, c'est qu'un produit 1 an, bien évidemment, on ne va pas pouvoir mettre 5%. Quand un produit autant qu'un produit 10 ans, parce que c'est pas la même durée d'investissement, c'est pas le même suivi, même pour un distributeur. Donc sur ça, après, il y a des politiques qui sont assez variables. Nous, on est aux alentours de 25 à 1,5 par an. Donc après, ça dépend. Avec, bien évidemment, un maximum, on ne va pas payer du 15% sur 10 ans. Oui, parce qu'effectivement, on peut imaginer augmenter la durée. Sur un autocall, s'il est remboursé au bout d'un an, on a pris 10, si c'est 10. L'idée, c'est que la courbe, elle soit plutôt comme ça dans les frais. C'est-à-dire que forcément, de manière incrémentale, l'argent est mobilisé. Il y a du suivi un peu plus long qui est fait. Mais il y a aussi un acte de distribution au début qui est rémunéré. Et du coup, il y a ça à prendre en compte. Donc voilà. Allez, pour finir, on va vous demander quelques conseils pour les CGP qui nous écoutent. Vers quoi faut-il
Allez, prenez-les par la main. Là, vous avez 2 minutes chacun. Pour s'adresser à des nouveaux épargnants. Exactement. En fait, en ce moment, la situation de marché, c'est qu'on a d'un côté les fonds euros, où le capital est protégé, mais la rémunération est quand même relativement faible. D'un autre côté, on a les actifs risqués. On ne dirait pas comme ça d'ailleurs, mais le fonds euro est aussi un produit complexe dans sa gestion. Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'épargnants qui comprennent et qui sachent appréhender le fonctionnement même du fonds euro. Et d'un autre côté, on a les actifs risqués, où on a une espérance de gain qui est beaucoup plus élevée, mais où le capital est à risque. Alors nous, ce qui nous anime, en tout cas chez Leonteq, c'est de tirer profit des conditions de marché et d'offrir la meilleure solution à un moment donné à nos partenaires. Et en ce moment, il y a une solution qui se dégage, qui fait preuve d'ingénierie, c'est le produit structuré sur fonds. Alors l'avantage, c'est quoi? C'est que le capital est protégé et on bénéficie d'une indexation positive sur le fonds. Ce produit-là s'adresse aux épargnants qui, par exemple, ont une conviction forte sur une zone géographique, une thématique ou sur un gérant donné, parce qu'il va pouvoir générer de l'alpha, donc c'est-à-dire qu'il va pouvoir générer une plus-value par rapport à un indice de référence, mais ils ne veulent pas prendre de risque en capital. Le produit structuré sur fonds leur permet de protéger leur capital et d'avoir l'indexation positive sur le fonds. Et avec cette solution-là, on peut également aller voir mes confrères, asset managers ou sociétés de gestion qui ont des prospects qui sont intéressés par leur gestion, leur fonds, mais ne veulent pas ou ne peuvent pas prendre de risque en capital pour des raisons réglementaires. Ils vont arriver avec une solution clé en main où le capital sera protégé, l'épargnant va pouvoir bénéficier de l'indexation positive sur le fonds, et quelque part c'est gagnant-gagnant puisque la gestion va pouvoir augmenter ses encours et l'épargnant va bénéficier d'une indexation sur le fonds tout en bénéficiant d'une protection totale du capital. Ouais, c'est un bon système parce qu'en fait, du coup, la société de gestion qui a sa typologie de gestion, pardon, excusez-moi. C'est la fin, là. C'est la fin, hein, Ouais. Et j'ai plus d'eau, c'est pour ça. En fait, finalement, le nouvel épargnant est plus connaisseur de la gestion OPCVM ou de la gestion UT de compte. On sait ce que c'est qu'une action internationale, ce que c'est qu'un fonds international. Et donc, on l'amène à travailler là-dessus avec les protections que peut apporter le produit structuré. Exactement. Très bien. Et ça vient effectivement élargir la gamme potentielle aussi des sociétés de gestion qui ne pouvaient pas adresser de manière contractuelle la garantie en capital que cherchaient certains épargnants. Moi, de mon côté, il y a un autre produit. On a parlé d'un des gros changements de ces 12 derniers mois, c'est l'inflation. On se dit comment jouer l'inflation. Alors, il y a des fonds inflation. Nous, on est capable de mettre en place des solutions qui nous permettent de bénéficier de 100% de l'inflation. Rapidement, un produit 5 ans, l'inflation, elle est pendant 5 ans, on en bénéficie à 100%, voire un peu plus. Et dans 5 ans, on a son capital plus toute l'inflation qui s'est passée. On en parlait au début, il y a des épargnants qui ne se connaissent pas. Peut-être que ce produit-là peut leur parler, parce qu'en fait, finalement, c'est juste un produit pour se protéger intégralement contre l'inflation. Ouais, et surtout que beaucoup d'épargnants ont cette crainte de voir leur patrimoine ou leur épargne se déliter ou perdre en valeur du fait de l'inflation parce qu'ils n'ont pas les rentabilités en face sur les placements qu'ils ont aujourd'hui sur leur livret A ou leur fonds. Exactement, sans prendre on va dire un pari ou une vue sur les marchés en se disant le marché action, là c'est juste une protection contre l'inflation. Ça se limite à ça, il n'y a pas d'indexation sur les actions, sur les obligations. C'est vraiment assez simple. Alors, vous voulez le résultat du sondage, évidemment. Il n'a pas beaucoup bougé depuis tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que l'offre de produits structurés est adaptée à la nouvelle cible d'épargnants? 76% répondent oui. Donc, je suis sûr que les 24% restants, vous les avez convaincus. On vous remercie infiniment, messieurs, et on vous applaudit. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut épargner en crypto? C'est une question complètement naïve. On peut épargner en crypto. On peut épargner en crypto. On peut transférer ses actifs sur des crypto-monnaies. Et ben voilà. Alors, si on peut appeler ça en épargne, oui, tout à fait. Eh ben, très bien. Des produits structurés sur des crypto-monnaies. Il y a des produits structurés sur des cryptos. On va consacrer le marché du produit structuré. La fin de ces universités aux cryptos avec une table ronde, mais juste avant, un point sur la fiscalité. On sait à quel point c'est complexe, la fiscalité sur les cryptos par Benoît Berchebru, évidemment précédé d'une petite page de pub. Chez Adequity, on innove toujours et encore. Le capital garanti s'installe, on a plein de propositions à vous faire avec des rendements plus ou moins dynamiques en fonction du risque sur le rendement, bien sûr. On a bien sûr aussi de nouvelles fonctionnalités sur le site internet avec l'arrivée d'un calendrier avec les échéances sur votre portefeuille de produits structurés.
Pierre Bouty sera votre nouvel interlocuteur dans le Sud-Est. Il nous vient de Suisse, il vendait déjà des produits structurés, donc il connaît très bien son domaine. Enfin, vous avez de nombreux nouveaux sous-jacents qui arrivent pour traiter différentes thématiques, pour répondre au mieux aux problématiques de vos clients. Rebonjour à tous. On y est. Nous avons basculé. Basculé en 2023. Basculé vers un nouvel ère. Pas le nouvel ère de la crypto-monnaie, mais bien le nouvel ère de sa fiscalité. Et ce, depuis le 1er janvier 2023. On peut parler d'une simplification complexe. Alors, que faut-il retenir ? La notion de vendeur occasionnel et habituel que l'on retrouvait en 2022, basée sur la fréquence, le volume et le montant des transactions sur actifs numériques réalisés dans l'année, est remplacée par la notion d'investisseur particulier ou professionnel à partir de 2023. Car les critères 2022 ont conduit certains contribuables qui avaient une gestion dynamique de leur portefeuille sans être de vrais professionnels de la crypto-monnaie en tant que tels, puisque le fisc leur refusant l'imposition forfaitaire au PFU ou à l'IR des particuliers, en les soumettant automatiquement à la fiscalité moins avantageuse des BIC. À partir de 2023, excite le critère de la fréquence des transactions, ou presque. Si vos clients réalisent des opérations afin de faire fructifier leur patrimoine privé, le fisc les considérera comme des particuliers agissant dans la gestion de leur patrimoine privé. Les cessions réalisées dans ce cadre relèveront systématiquement du régime des investisseurs particuliers, donc option IR ou PFU, c'est le classique. Seuls les investisseurs qui se serviront d'outils ou de techniques professionnelles telles que l'utilisation de logiciels de trading, au même titre que les traders professionnels, relèveront des BNC et non plus des BIC. Mais BNC ou BIC, n'oubliez pas de vous déclarer et d'ouvrir une entreprise. Ceci est obligatoire. Combien de vos clients l'ont fait ? Avec pour conséquence de ne pas payer l'URSSAF. Mais 2022 n'est pas totalement fini, car il faudra déclarer dans quelques mois, en mai 2023, les plus-values de cryptoactifs réalisées en 2022, selon les règles 2022, avec toujours comme analyse subjective le fisc quant au classement occasionnel ou habituel du contribuable. Pas si simple. Enfin, si vous faites partie des victimes FTX, vous avez une autre solution pour réduire le montant réclamé par les impôts. Utilisez vos pertes pour faire baisser la valeur globale de votre portefeuille à déclarer en BIC. Car la fiscalité prend en compte la totalité de votre portefeuille pour calculer le montant des bénéfices. Vous baisserez ainsi le montant de la plus-value, réduisant mécaniquement celui de vos impôts. En appliquant toujours le même principe, tant que je n'ai pas vendu, je n'ai pas perdu, ou presque. Je vous souhaite une très bonne fin d'université. Je vous dis à très vite, notamment sur la ligne de départ du marathon de Paris 2023. Emmanuel, Philippe, c'est à vous. Alors, bien plus qu'une métamorphose en 2023 pour KRM, ça sera l'année de son déploiement, l'année de son accélération, de sa consolidation, tant par la qualité de sa gamme que par ses équipes dédiées, notamment à nos partenaires. Par ailleurs, en 2023, ça sera également l'occasion pour KRM d'avoir une image européenne avec ses premiers investissements hors des frontières. Et enfin, c'est l'occasion pour Arkea de continuer à promouvoir ses expertises dans la continuité des exigences d'une entreprise à mission et comment, en accompagnant les transitions environnementales et sociétales au service des territoires et de leur avenir.